Alors, bon après-midi tout le monde. Je suis ici avec Oxygène, qui est un expert de la région en géopolitique et en sécurité. J'aimerais vous poser deux questions. Monsieur Oxygène, quel est le sens réel des manifestations observées ce matin à Goma et quel message la population cherche-t-elle à transmettre aux autorités et à la communauté internationale? Merci, les journalistes pour la question. Nous avons tous suivi les manifestations à Goma ce matin, où il y a eu l'engouement de tous les quartiers de la ville de Goma. Commençant à Birere, on a vu à Majengo, partout, au niveau de Himbi. À mon avis, les manifestations à Goma, en tout cas, sont citoyennes, pacifiques et non violentes, parce que jusque-là, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de blessés ou quoi que ce soit. On constate que la population exprime une revendication simple et vitale. Donc, c'est trois choses que je peux dire. Il réclame une sécurité réelle, stable et conforme à son vécu quotidien. En tout cas, à mon avis, tel qu'on a vu leur banderole, on sait que ce n'est ni une idéologie ou une manipulation, mais les cris légitimes d'un peuple vraiment fatigué à l'insécurité et des habits. Vous vous souviendrez avec moi qu'il faut se souvenir qu'en 2020, donc entre 2015 et 2020, il était pratiquement impossible de quitter Goma vers soit Massissi, en passant par Sake, que ce soit la ligne de Mouchake jusqu'à Massissi Centre. Il était pratiquement impossible, ou soit passer Goma, Kibumba, Rugari, surtout à Rugari, avant de dépasser à Rumangabo, Kiwanja, soit si vous prenez la route vers Ruindi ou si vous allez vers Ishacha, dans le territoire de Rutshuru, ou même aller à Butembo sans risquer l'enlèvement par des éléments soit du CMC, soit des FDLR, soit des Nyatura, ou voire par certains éléments même des FARDC. Il demandait des rançons à la de 10 000 à 50 000 dollars. Ça c'est connu de tout le monde. La MONUSCO est au courant, toutes les organisations comme les CICR et d'autres organisations internationales, les MCF, ils sont au courant. Même il y a des agents de MCF qui se coconnent, qui d'un peu même du CICR. Mais aujourd'hui, il n'est pas possible de quitter Goma vers dans toutes ces destinations que je viens de citer, presque toutes les destinations sans être inquiété. Alors, lorsque la population de Goma, ce matin, revendique cette sécurité, elle n'exige rien d'autre que son droit fondamental à la vie et à la liberté de mouvement. Je ne sais pas si revendiquer la sécurité est un crime, alors que nous connaissons que la sécurité est un droit. Aujourd'hui, j'ai vu dans le banderole, les gens disent que voilà, ils ont de l'électricité, il y a de l'eau, il y a quoi? Ce sont les biens fondamentaux de la population. En tout cas, selon moi, en tant qu'analyste de la région, je vois que la revendication de la sécurité n'est pas un crime, c'est un droit. Bien évidemment, cette population de Goma, elle manifeste aussi son soutien par rapport à la population d'Ouvira. Alors là, j'aimerais vous poser une question, Monsieur Oxygène. Pourquoi la population d'Ouvira et même de ses environs semble-t-elle aujourd'hui privilégier la présence de la SCM 23 plutôt que celle des forces étatiques et de leurs alliés? Parce qu'on a vu une population démolir les statuts de Tshisekedi. On a vu une population qui manifeste même euh, son désir de voir la FCM 23 rester à Ouvira. Vous pouvez nous parler de cela? Et la population de Villa, pour moi, je vois que ces choix s'expliquent par une réalité sécuritaire brutale, vécue quotidiennement par la population. À Ouvira et dans ses environs, vous souviendrez avec moi, c'est pas un secret de polichinelle, que les Ouazalendo se sont affrontés à plusieurs reprises avec les FARDC. Et, et même entre eux, les Maïmaï, je pense aussi, c'est des Kibungi là, avec le Maïmaï Chetani et les Maïmaï Yakutumba, ils se sont entretués dans la plaine de la Ruzizi. Et là, installant maintenant un climat de chaos permanent. Je pense qu'à cela s'ajoute aussi les tracasseries systématiques. Je vous informe qu'il y avait des barrières un peu partout érigées par la police, par la garde républicaine. Je pense qu'il y a le 15e, entre le 15e et le 16e régiment de la garde républicaine qui était là, qui avait érigé des barrières et certains éléments de l'FARDC et des militaires burundais.
Le mois passé, nous avons tous assisté au bombardement aveugle dans le haut plateau de Minembwe et la mise en place d'un cas assimilable à des cas de concentration visant les Banyamulenge. Les Banyamulenge ne pouvaient pas quitter Abijombo, Minembwe, descendre, mais acheter du sel à Ouvira, c'était impossible. Alors, tous ces éléments ont profondément traumatisé la population. La population de Ouvira est traumatisée. La surmilitarisation, toutes ces histoires que je viens de citer. Alors, pendant ce temps, des autorités provinciales. Le gouverneur Pouroussi, avec son cabinet, avec tous les ministres provinciaux, il passe la nuit à Bujumbura. C'est connu de tout le monde. Il traverse chaque soir. Il vient le matin seulement rançonner la population avec des taxes, laissant derrière elle une population abandonnée à son sort. Alors, qu'est-ce que vous voulez que la population fasse? Alors, face à cet effondrement, de la protection étatique, parce que les autorités, ils ont abandonné la population de Vira, ils se sont fait exiler à Bukavu, plutôt à Bujumbura, et les matins, ils viennent prendre des taxes. Alors, des habitants constatent que depuis l'arrivée de la FCM 23, il y a eu un soulagement sécuritaire réel et perceptible. Ça, je persiste, je suis que beaucoup d'informations qu'on a reçues ce matin, la population dit qu'ils sont bien sécurisés. Alors, par pragmatisme et par je dirais un certain instinct de survie, ils choisissent la protection là où elle existe. Comment vous voulez qu'ils fassent confiance à un État qui les gère en exil? Alors, je pense que la communauté internationale aussi doit regarder une fois et deux fois. Je pense que quelque part, je peux utiliser un mot de ce terme même aujourd'hui parce que c'est devenu co-responsable. Ils sont devenus co-responsables des exactions contre les civils. Parce que je ne vois pas comment la communauté internationale peut soutenir que cette tension persiste encore à ouvrir à des Ouazalendo, des FDLR, des machin, des mercenaires qui tuent, qui traumatisent la population. Alors, je ne suis pas, pour moi, fermer les yeux si ces violences des FDLR et de ces Ouazalendo, des forces burundaises et des FARDC, c'est accepter que la population continue de payer le prix du silence diplomatique. Alors que la population, la protection des civils doit primer sur toute hypocrisie politique. Alors, je pense que c'est ça les raisons qui ont fait que la population de Vira choisisse de rester avec l'FC. Alors, ce matin, je viens d'apprendre qu'ils ont voulu encore manifester les hardballs envers le gouvernement provincial et le gouvernement national. Et l'ordre a été donné que les Ouazalendo tirent sur la population. Ce matin, il y a eu des blessés graves suite à ces attaques des Ouazalendo et des FRDC dans la ville d'Ouvira. Donc, c'est ça leur choix de survie, cet instinct de survie. Ils ont choisi la protection où elle existe. Voilà. Merci pour ce commentaire. Justement, par rapport à cette dernière information que vous venez de mentionner, voir des Ouazalendo qui tirent sur la population, quel message à la communauté internationale pouvez-vous lancer aujourd'hui? Est-ce que le gouvernement de Kinshasa est-il capable réellement d'assurer la sécurité, que ce soit à Ovira ou dans le pays? Est-ce que le gouvernement de Kinshasa est un acteur fiable même par rapport aux accords de Washington? Pour répondre directement à cette question, c'est visible. Ce n'est pas un secret de polichinelle que l'État congolais n'a plus de possibilités de sécuriser la population de l'Est de la RDC. Ce n'est pas seulement à Ouvira. Là, si nous pouvons remonter la situation, il y a de cela 2 mois passés, les ADF ont massacré systématiquement la population de la communauté nandé d'Alelubero et d'Abeni. Plus de 150 morts. Kinshasa n'a fait ni un communiqué, quoi que ce soit, ni même diligenter des enquêtes ou même une mission de compassion. Anituri, aujourd'hui, la Codeco massacre chaque jour les Hema.
C'est pas seulement, on ne peut pas parler seulement d'Uvira, parce qu'Uvira, là, vraiment, c'est fini, c'est chaos, mais entrons un peu. Et au niveau du Grand Nord du Nord Kivu et d'Anituri, on sent comme si on a déjà oublié la situation des ADF et la situation des Codeco qui continuent à massacrer des paisibles congolais. En tout cas, à mon avis, sur le plan militaire, sur le plan tactique, le gouvernement congolais a montré ses insuffisances par rapport à la sécurité de la population. Alors, si on retourne à Ouvira, la communauté internationale, en tout cas, je pense qu'elle ne devait pas être complice des exactions que la population subissait à Ovira et dans ses environs. Surtout beaucoup plus au blocus, au camp de concentration que les éléments des forces burundaises et de Ouazalendo ont visé les Banyamulenge dans le haut plateau de Minembwe. Donc, en résumé, le FARDC ne sont plus capables de sécuriser la population de l'Est de la RDC. Je pense que la pression de la communauté internationale devait être sur le processus de Doha pour qu'il y ait des pourparlers directs entre l'FCM 23 et les gouvernements pour qu'une solution idoine soit trouvée pour que la population soit sécurisée définitivement. Voilà. Merci beaucoup, Oxygène. C'est notre plaisir et nous espérons vous avoir le plus souvent possible dans notre journal. Merci. C'est moi qui vous remercie.